terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter, autour des baisers de s'entendre. Les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent, verts. L'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Nous allons procéder maintenant à l'explication du poème 7 de la section premièrement du recueil L'amour, la poésie de Paul Éluard. Le poème qui commence « La terre est bleue comme une orange ». Au niveau des pages, c'est la page 232 aux éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Ou bien pour la collection Poésie, c'est la page 153. Le poème La terre est bleue est très célèbre par son amorce même. Il se compose de 2 blocs nains plus 7, des vers de longueur différente. Il est le 7e poème de la section premièrement du recueil L'amour, la poésie de Paul Éluard, recueil dédié à Gala, par le contenu des poèmes, mais surtout par la dédicace très significative à Gala, ce livre sans fin, puisqu'il nous donne le temps de l'écriture qui s'accompagnera plus tard de la thématique qu'il porte, à savoir une poésie ininterrompue qui feront l'objet de 2 livres, Poésie ininterrompue 1, Poésie ininterrompue 2. Ce poème est surdéterminé à la fois par la passion amoureuse et par l'image surréaliste. Cette dernière s'appuie sur les associations libres de l'écriture automatique que le premier vers illustre avec force. La terre est bleue comme une orange. Ce vers a fait couler beaucoup d'encre et a été interprété de multiples manières. Certains y ont vu une image prémonition, une vision avant l'heure du spectacle à partir de la Lune, de la planète Terre, c'est-à-dire le spectacle de la planète Terre à partir de la Lune, qui justifie l'association de la Terre avec la couleur bleue, comme dans les photographies de géographie de la planète. Quant à l'orange, elle intervient comme réalité de ce fruit avant sa maturité, dont le vert extrêmement foncé peut éventuellement s'associer au bleu. D'autres ont vu dans le vert le pourrissement de la terre, comme l'orange qui se teint de bleu quand elle se gâte. Gaston Bachelard, fidèle à sa démarche appuyée sur l'imagination matérielle, interprète plutôt la couleur bleue comme une signification symbolique de la dimension aérienne de la poésie et ce qu'elle offre comme sublimation. Les formalistes structuralistes reviennent à la figure stylistique du vers, la comparaison, et la déconstruisent comme une réalité A, renvoyant une réalité B, absente du texte, elle-même renvoyant à l'orange réalité C. Ça veut dire que la terre est bleue comme quelque chose qui est absente dans le texte, et ce quelque chose, n'est-ce pas, cette réalité B, autre chose, est comparée à l'orange comme réalité C, créant ainsi, en dépit de la comparaison manifeste, une véritable image surréaliste, voire pour certains l'amorce d'une métaphore filée qui se tissera progressivement dans le poème. Je n'ai pas voulu donner de nom de critique de ces critiques parce que l'étudiant doit apprendre à chercher les sources d'information lui-même à partir des indications données, surtout lire en prenant de la distance vis-à-vis de ce que l'on peut lire. Bon, il y a une bibliographie qui a été donnée au début du semestre. Néanmoins, ce qui est important ici, c'est de parvenir, comme pour n'importe quelle phrase, de reconnaître dans le vers, qui utilise des mots simples, outre de la poéticité, mais de relever de la profondeur du sens. Et nous avons eu l'occasion de dire dans nos cours, de différentes manières, dans nos publications, dans les congrès, dans les séminaires de recherche, que le sens est menacé d'extinction. Comme dit René Char dans une belle formule que j'emprunte à un de ses vers, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Comment déconstruire dans ce cas le vers, la terre est bleue comme une orange, et comment l'interpréter?
en revenant à l'esprit du surréalisme, qui propose une série de prescriptions sous forme de principes ou de règles, comme le non-sens, le jeu de mots, la provocation, l'esthétique de la surprise, l'écriture automatique et l'image surréaliste, etc. Dans ce vers liminaire, il y a tout simplement, à mon sens, un jeu de mots flagrant que nous pouvons schématiser d'abord, avant de le justifier ensuite. Je le schématise ainsi. Ni la terre est bleue, ni l'orange est bleu. Et pourtant, le poète les associe par analogie, même si cela dérange notre réceptivité déterminée par le renvoi au réel, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à se représenter en image représentation, je veux dire en image photo, ou bien une image réception, dans le sens médiatique du terme, l'association du bleu et de l'orange. Le fruit, bien évidemment, mais aussi la couleur qu'on suppose être pour quelque chose dans cette analogie. Pour qualifier la Terre, c'est une analogie arbitraire. En fait, par cette analogie, le poète est en train de prendre position contre la civilisation occidentale, dont la culture est fondée sur l'arbitraire conventionnel du style linguistique. Je parle évidemment de la situation de l'après-guerre, l'après de Première Guerre mondiale. Ainsi, le poète veut faire une sorte de tabula rasa, comme nous avions eu l'occasion de dire, en confrontant à cet héritage mensonger un autre arbitraire, qui est celui de l'écriture automatique, du jeu de mots, du non-sens, parce qu'après la guerre mondiale, il n'y a plus de sens et rien ne mérite d'être respecté. Encore une fois, nous nous retrouvons en face directement de la fonction poétique, puisque le poème est en train de parler de l'écriture du poème lui-même. Le deuxième vers souligne de manière remarquable cette réflexion au sens physique du terme comme au sens critique du texte sur lui-même. Jamais une erreur, les mots ne montent pas. Ce vers explique le vers précédent. Remarquable commentaire du vers sur le vers précédent. Autrement dit, le poète est en train de rassurer le lecteur pour lui dire « N'allez pas croire qu'il y a une erreur quelque part et que ma phrase est asémantique et donc agrammaticale. Les mots en eux-mêmes ne montent pas. C'est nous qui nous en servons et en tant que tels, c'est nous les hommes qui montons. » Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Dans l'optique surréaliste, le mensonge des hommes a commencé avec l'héritage des Lumières, qui a promis le bonheur de l'humanité au nom de la raison et du logos. Mais depuis, on va de guerre en guerre. On a asservi et opprimé les gens au nom de l'industrialisation et de la modernité. On a impliqué le globe dans une guerre qui a fait des millions de morts et d'autres millions d'estropiés, vivant traumatisés ou souffrant de séquelles psychologiques graves. En témoigne le nombre de suicides, au sens propre, entre les deux guerres, avant de prendre la forme de suicides symboliques à travers les anarchismes et les mouvements nihilistes de toutes sortes. C'est pour cela que, face à l'arbitraire des signes conventionnels, celui de la grammaire comme métonymie de la culture et du système, le poète opte pour un usage non conventionnel des mots et de la syntaxe pour provoquer et donc secouer les consciences. Bertolt Brecht n'a-t-il pas écrit dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni? La provocation est une manière de remettre la réalité sur ses pieds. L'usage que le poète fait de la langue est un anti-usage, une contre-culture, une déconstruction du système en vue de remettre les choses à leur juste proportion. Cela confirme donc que le premier vers est un jeu de mots provocateur qui installe en plus les contours d'une belle image surréaliste. Ainsi, par ce nouveau rapport à la langue, le poète procède à une sorte de purification des mots, comme si l'on se trouve face à ces mots pour la première fois. En fait, ici, les surréalistes n'étaient pas les premiers à opter pour un usage nouveau des mots. Nous avons cela déjà avec Mallarmé quand il dit donner un sens plus pur aux mots de la tribu, n'est-ce pas? Et donc, leur sens est premier, nouveau, lavé de tout soupçon, dirions-nous. Le poète s'en justifie dans le vers 3. Il parle des mots, il ne vous donne plus à chanter. Voilà pourquoi il faut les revoir.
puisque les mots ont été vidés de leur substance et deviennent des signes sans consistance, sans sens, ne veulent rien dire pour les hommes traumatisés par la catastrophe mondiale. Ils ne chantent plus, dans le sens où ils n'exercent aucun impact sur l'homme, aucun effet, et donc ne l'enchantent plus. Seuls les mots qui ne mentent pas peuvent donner de l'espoir. Ce sont ces mots qu'on retrouve à nouveau en les débarrassant du fardeau dû aux entassements de l'usage et de la culture. Qui sont ces mots? Ce sont les mots poétiques qui contribuent à la construction de l'image surréaliste. Le vers 3 illustre par ailleurs un esprit de démoralisation dû au désenchantement du monde. Comment dépasser cette situation? Le quatrième vers nous dit autour des baisers de s'entendre. L'image poétique, voire l'activité poétique surréaliste, est intimement liée à l'amour. Ce vers le confirme en affirmant qu'il faut laisser la place au baiser de s'affirmer. Baiser étant une métonymie exprimant le geste d'union comme prélude à la fusion des amoureux. Ce n'est pas seulement le rapport d'inclusion synecdochique qui est souligné, c'est plutôt la valeur, la qualité de l'acte du baiser comme expression d'amour et de passion. Après que la rationalité européenne a entraîné le monde dans le cataclysme, il est temps maintenant d'écouter d'autres voix, celle de l'amour. Si la guerre est la voix, la parole de la mort, l'amour est plutôt maintenant, c'est la voix de l'amour. Ici, nous avons la prépondérance de l'amour devant la parole poétique, comme le souligne le titre du recueil structuré en parataxe, l'amour, puis la poésie. L'amour, la poésie. Le titre de la section premièrement est très significatif à ce sujet, de la mesure où il met en évidence l'expérience vive et inédite du poète, qui découvre l'amour et accepte de vivre après l'attitude nihiliste dans le dadaïsme d'abord et dans les provocations anarchistes du surréalisme. Il criera plus tard pour Dominique, dans le poème Dominique aujourd'hui présente, tu es venu, j'étais très triste, j'ai dit oui, c'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde, dans le poème intitulé Le Phénix. Pour le besoin didactique, ces deux vers peuvent s'adapter à l'état psychique du poète à la fin des années 20 du XXe siècle. Une tristesse existentielle et donc un chaos, et seule la découverte de l'amour permettra au poète de sortir du néant. Ainsi, la passion installe le thème de l'inauguration, du commencement d'un règne nouveau que le baiser, comme commencement d'amour, illustre en tant qu'aveu d'amour, signe et prélude de la confusion substantielle. On ne peut pas vivre seul, on ne peut rester longtemps dans le vide. Ce signe exprime donc l'alliance physique, l'acte, le geste en lui-même est émotionnel. On ne peut embrasser que s'il y a émotion. Il convient de rappeler cependant que l'amour dont il est question chez les surréalistes se définit par son caractère non conventionnel. Il est porteur de subversion. En effet, l'expérience amoureuse est indissociable de sa dimension aventureuse et surtout iconoclaste. Le vers suivant l'illustre en associant les amours à la folie. Les fous et les amours, dit le poète. C'est aux fous, c'est au tour des fous de faire entendre leur voix. C'est subversif comme déclaration, comme exigence, formulée dans le but de provoquer la société bourgeoise et conservatrice et rétrograde de l'époque. La folie est l'expression du désordre, de tout ce qui se situe en marge et hors norme. En cela, le poète surréaliste adopte une position offensive dont la finalité est de déstabiliser la raison qui a conduit à la catastrophe mondiale. L'apologie de la folie vise aussi à la mise en évidence de la déréalisation en tant que dépassement du réel, en vue de découvrir ce qui est latent dans la nature humaine, le dévoilement de l'inconscient ou de tout ce qui est refoulé comme les différentes expressions de l'amour. Le poète utilise le pluriel du mot amour pour mettre sous les yeux cette multiplicité et cette complexité de la passion amoureuse, la variété
de la manifestation de l'amour contribue à la richesse de l'image surréaliste et à l'expression poétique, tout comme la liberté du discours des fous. En effet, cette déclaration est en fait une libération de la pensée de toute contrainte. Maintenant que le code poétique est installé, une autre façon de percevoir le monde de la vie est la vie. Le poète peut poétiser, dire son poème, qui n'est autre que le dire de l'amour, pour célébrer la femme. Le vers 6 nous dit elle, sa bouche d'alliance. Sur le plan de la structure syntaxique, il y a la juxtaposition de deux éléments avec une rupture manifeste de la phrase. Elle, pronom, peut être sujet, on ne sait pas encore qui représente elle, surtout que ce pronom n'est pas suivi d'un groupe verbal. Par contre, l'autre moitié de la phrase, en se rapportant à elle, pose une signification qui a besoin d'être actualisée par le verbe qui est absent. Néanmoins, il s'agit d'une véritable image surréaliste qui s'exprime avec l'évidence de la situation. Une beauté tellement transparente, évidente, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être prouvée, s'imposant au regard par son principal atout qui est le signe de l'alliance, la bouche comme moyen de la déclaration d'amour. Hein? Le signe de l'alliance, c'est-à-dire la bouche comme moyen de la déclaration d'amour. Nous pouvons par ailleurs interpréter autrement le verbe en associant à la bouche d'alliance une dimension érotique et plastique, selon laquelle le visage de la femme aimée arbore une bouche. Donc le visage de la femme arbore une bouche, des lèvres semblables à une alliance, comme nous trouvons dans la poésie lyrique arabe, et particulièrement andalouse et courtoise. Dans la poésie courtoise. L'alliance évoque aussi le pacte qui lie deux personnes. Dans toutes les civilisations, la déclaration d'amour est une parole sacrée, qui est quasi irrévocable, qu'on croit immédiatement, sur parole. Cette sacralité de l'aveu justifie sa déclinaison par le rituel sacré du mariage. Par la déclaration d'amour, le monde devient habité et la joie revient pour meubler la vie des hommes. Le vers 7 traduit cette euphorie. Tous les secrets, tous les sourires, la structure exclusive en forme de parallélisme parfait, adjectif plus article plus substantif, qui reprend le même patron syntaxique pour traduire cette joie excessive des amoureux qui se confient par leurs secrets, que le culturel ne permet pas de dévoiler par bienséance et par prudence, d'être jugés par les autres, et qui dans leur intimité sont heureux. Bonheur concrétisé, figurativisé par les sourires, expression d'intelligence, d'adhésion et de complicité. Le caractère exclusif de ce bonheur procède d'une manière d'accepter la vie toute. Le vers 8 et 9 permettent au poète d'évoquer cette acceptation de la vie par la confusion amoureuse. Et quel vêtement d'indulgence! À la croire toute nue, l'énoncé vêtement d'indulgence pose un problème de lisibilité, dans la mesure où il évoque chez les lecteurs les sceaux d'indulgence du christianisme, comme elle évoque chez les lecteurs musulmans un énoncé coranique, libas at-taqwa, le vêtement de la chasteté et de la grâce, ce qui n'a aucun rapport avec le poème, mais n'empêche que ça évoque cela. En nous situant dans le cadre de la conception surréaliste, cette expression semble renvoyer à un jeu de mots pour dire le contraire de ce que les mots expriment, à savoir que les vêtements d'indulgence signifient l'absence de vêtements dans la rencontre intime entre le poète et sa femme aimée. Le vers 9 le confirme. Néanmoins, ces vêtements d'indulgence peuvent renvoyer à la lingerie féminine, à la robe de chambre, à ces habits tellement transparents et légers qu'on ne peut pas dire que la femme est habillée ou bien soit habillée. Par contre, le vers 9 souligne ouvertement la dimension plastique de la femme par l'évocation de sa nudité, ce qui pose le côté érotique de l'expression amoureuse, certes, mais le verbe croire, au lieu de voir, nous amène à réinterpréter le vers par le recours de l'homme au pouvoir de l'imagination dans sa perception de son aimé.
Si le terme indulgence suggère le sens de la spontanéité dans l'acte de présence de la femme qui se donne, la nudité comme signe concret et représentation intériorisée par le poète signifie la manifestation de la beauté en tant que signe abstrait, en tant qu'illumination, en tant qu'image. Le poète, en vivant une expérience réelle et concrète, ne cherche pas à la reproduire telle qu'elle est, mais il la sublime pour traduire son bonheur d'aimer, mais surtout son bonheur de le dire. Après ce premier bloc qui nous a donné la couleur de la forme et du contenu de l'écriture poétique, savoir l'écriture libérée de l'image surréaliste et l'affirmation d'une nouvelle attitude existentielle par l'expression de l'amour, le poète va passer dans la deuxième partie du poème à la déclinaison de ces deux dimensions en termes de variation sur le même thème. En effet, le vers 10 s'ouvre sur l'exubérance de la nature représentée par le truchement de l'image. Les guêpes fleurissent verts, image surréaliste dans la mesure où il est question de l'association de l'insecte guêpe à l'acte de fleurir et à la parataxe de l'adjectif de couleur vert pour qualifier le fleurissement des guêpes. Cette image rappelle un vers d'Arthur Rimbaud, l'étoile a pleuré rose. Ce type de structure déconcerte le lecteur dans la mesure où la qualification n'est pas directement motivée. Pour Liard, le verbe en question est irrationnel dans la mesure où le verbe actualise l'état des guêpes dont la couleur est jaune avec du noir. Cependant, l'image est à prendre telle qu'elle est, en tant que manifestation de l'efflorescence due à la joie des amants qui, dans ce bonheur d'aimer, assistent à l'épanouissement de la nature comme au printemps, après l'hiver sombre de la guerre, où les sens se confondent, comme disait Baudelaire, un dérèglement des sens par l'ivresse des amants. Les deux vers qui suivent montrent cette exubérance. L'aube se passe autour du cou un collier de fenêtres. L'aube est symbole d'éveil, du commencement et de la naissance. La section, premièrement, se vérifie encore ici. Après une nuit débat amoureux, les amants s'ouvrent sur le monde de l'utilisation de fenêtres comme espace mitoyen entre le monde intime de la maison, ce que nous appelons l'intériorité, et le monde de la nature ou extériorité. La fenêtre permet le regard et symbolise donc l'ouverture, la transparence. Pour rendre excessive cette ouverture, le poète utilise la métaphore de collier de fenêtre, d'abord pour féminiser l'aube et la représenter en tant que femme, ensuite pour suggérer le grand nombre de fenêtres dont la disposition côte à côte efface les limites entre chacune d'elles, afin de laisser croire un collier de pierres transparentes ou de couleurs diverses. Ici, nous avons une réciprocité entre la manifestation de la nature par le biais de l'aube et des fenêtres et la femme. Ce va-et-vient entre la femme et le paysage va constituer un topos de cette poésie qui emprunte ce rapport à la poésie courtoise et que nous retrouvons dans la poésie arabe andalouse, mais aussi dans la poésie marocaine populaire du Belhoun. Des ailes couvrent les feuilles. Le bonheur d'être s'associe au bonheur de dire. La joie continue par l'ouverture sur le monde extérieur à l'épanouissement duquel le poète assiste. Il s'agit plutôt d'une renaissance sereine, d'où le recours aux ailes pour suggérer la dimension protectrice qui est inséparable de l'acte de couvrir comme réappropriation du monde. On prend possession du monde naissant. L'image peut renvoyer aussi au déploiement des papillons, des abeilles qui viennent butiner les fleurs et donc couvrent les plantes. Les ailes symbolisent enfin l'allègement, la dématérialisation, la sublimation du monde, la libération de soi et la victoire. La suite du poème illustre cette sublimation et cet épanouissement. Le poète dit « Tu as toutes les joies solaires ». En s'adressant à la femme aimée, le poète cherche à l'actualiser et à l'emblématiser. En effet, la femme possède des joies solaires, celui
qui possède ce type de choses se définit d'office comme un être exceptionnel, légendaire, voire il est déifié. La femme accède ainsi au statut de mythe dans la mesure où la lumière se dégage d'elle comme d'une déesse, source d'illumination. La femme détient la lumière qui va se répercuter sur le réel. La référence au soleil permet, sur le plan de l'imaginaire, d'inscrire l'idéalisation de la femme, voire son angélisation. D'où les joies comme expression de bien-être, mais aussi de salut. Tout le soleil sur la terre, ainsi enchaîne le poète, par l'amour, la lumière qui se dégage de la femme se répand sur la terre, ce qui revient à dire qu'il y a une analogie entre le soleil et la femme. C'est la femme qui illumine le monde, c'est la femme qui devient condition de vie. Sinon, il n'y aura que des ténèbres. Ici, le soleil n'est pas un symbole alchimique, mais plutôt la lumière, la chaleur qui renvoie à la passion amoureuse. Par l'amour, on accepte de vivre et on voit le monde illuminé. Ainsi, le poète écrit sur les chemins de ta beauté, la beauté de la femme, c'est-à-dire la beauté de l'amour. Chemin est le signe de l'actualisation de l'espace pour déterminer la femme comme paysage. La femme devient monde habitable et les chemins qui y mènent sont ceux de l'amour et de la poésie. La réciprocité avec le paysage souligne l'association de la parole qui dit la présence, à savoir la poésie, une parole qui exprime la liberté de l'amour. La beauté de la femme est source de lumière et de vie. En cela, elle est soleil. On arrive donc à la conclusion du poème. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce poème impose son code poétique qui est le dépassement de la norme conventionnelle au profit du jeu de mots, de l'écriture automatique et de l'image surréaliste. À ce code s'ajoute la prépondérance de la passion amoureuse comme forme et attitude par laquelle se manifeste l'acte surréaliste et comme contenu de ce qui permet d'être au monde. Il y a de ce fait la manifestation de cette fonction soulignée par l'absurdité qui naît du jeu de mots et des couleurs. Il est question ensuite de l'écriture du désir, comme dit Raymond Jean dans son livre qui porte le même titre, Écriture du désir, traduite par un lexique précis auquel s'ajoute l'évocation du corps. La deuxième partie du poème illustre en quelque sorte l'explosion des émotions qui envahissent le jeu. L'amour se révèle être une nouvelle naissance et ce qui se laisse comprendre à travers la représentation du printemps et des images de la joie associées au festival des couleurs.